Bonjour à tous et bienvenue dans ce 53e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, un grand merci pour tous vos commentaires et toutes vos vues et tout ça sur le dernier épisode et aussi pour tous vos pouces vers le haut. Je suis contente. En fait, je pense à la partie jardin là que j'ai ajoutée depuis 2 épisodes. L'année dernière, à la même période, j'avais la même passion du jardin. Vous l'avez compris, c'est pas quelque chose de très récent. Sauf que je voulais un peu le garder pour moi, j'osais pas trop le partager, puis je voyais pas où trouver une place pour ça. Voilà, je savais pas trop quoi en faire, et puis là d'avoir parlé, d'avoir rassemblé en fait mes passions dans ce podcast, je dois dire que je suis assez contente et les retours sont vraiment top, donc merci à vous. Donc je vais passer du coup au programme de cet épisode. Alors, au niveau du tricot, j'ai un projet fini et c'est une énigme assez facile à résoudre puisque vous avez un indice visuel. Voilà, je vous en dis pas plus, mais normalement, en bon enquêteur, vous avez dû trouver de quel tricot il s'agit. Ensuite, au niveau des encours, j'en ai un qui a bien avancé. Il m'a manqué quelques heures pour qu'il passe aussi en projet terminé, mais non, ça reste encore un en cours. Et les 2 autres en cours, à savoir le Mindering Shawl, le châle en brioche, et le Winterfell cardigan, donc le gilet avec les mailles glissées, là, les 2 n'ont pas du tout avancé. Et j'ai commencé un autre en cours dont je ne parle pas. Voilà, un autre en cours secret. Donc ça c'est à peu près pour la partie tricot. Au niveau, je vous parlerai aussi des cales, donc toujours le point sur les cales que je co-organise, mais aussi sur un cal auquel je participe. J'allais dire auquel je vais participer, mais non, ça y est, je suis inscrite, mon inscription est validée, donc c'est un cal auquel je participe. Après, au niveau bijoux, je vous parlerai de la suite du défi dont je vous parlais la dernière fois, là, un défi lancé par 2 perleuses autour de références de perles Miyuki. Donc la dernière fois, je vous avais montré un bracelet qui était sur le métier à tisser, que j'avais pas encore terminé et tout. Et en plus de ce bracelet, j'ai fait un autre tissage que j'ai monté en collier et pareil, normalement, vous avez un indice un indice visuel. Voilà. Et pour compléter la partie visuelle, je porte aussi des boucles d'oreilles que j'avais faites l'été dernier, avec des perles que j'avais achetées dans une petite boutique à Pornic. Voilà, les perles là, avec des petites fleurs dessus. Voilà pour la partie bijoux. Et après la partie bijoux, alors il n'y aura pas de partie crochet parce qu'en fait j'ai pas du tout avancé et je suis partie ce week-end et j'ai oublié d'emmener mon crochet et ça m'a agacée. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Et on terminera donc par une partie jardin. Voilà. Et la nouveauté du jardin, eh bien, ce sont les roses. Et donc, je vous parlerai un tout petit peu de ça, mais surtout, je vous ferai une petite visite du jardin. Enfin, principalement des 2 massifs de rosiers. Voilà, une visite avec les 2 massifs, les 2 principaux massifs de rosiers. Donc mes 60 rosiers ne sont pas tous dans ces massifs-là, il y en a un peu ailleurs. Donc il en manquera une vingtaine. Oui, peut-être plus. Oh, je sais pas. Bref, il en manque... oui, plus 30, entre 20 et 30. Donc je vous montrerai un peu plus de la moitié des rosiers. Donc vous verrez le stade où ils en sont, etc. Je donnerai 2-3 infos sur ça. Je le rappelle pour les personnes qui découvrent ma chaîne YouTube, donc déjà bienvenue. Et donc sur mes épisodes de podcast, pour que chacun puisse s'y retrouver, parce que voilà,
je parle de différents sujets et j'enchaîne assez vite. Et pour pouvoir visionner seulement ce qui vous plaît ou revisionner certaines parties, en descriptif de cette vidéo, et comme les épisodes précédents, vous avez en fait, pour chaque partie, je mets le temps à partir du moment où je commence cette partie. Donc si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez sur le temps et vous arrivez direct à la partie. Et si vous êtes sur un autre device pour regarder cet épisode, ça m'intéresserait, tiens, de savoir sur quel support vous regardez les épisodes. Donc voilà, en commentaire, je veux bien, si ça vous dérange pas, que vous me disiez quel est le moyen par lequel vous regardez les épisodes. Et donc si vous êtes sur un autre support que l'ordinateur, vous avez le temps, et puis après à vous de jouer avec le curseur et de vous mettre au temps qui vous intéresse. Voilà pour le programme, donc c'est parti. Donc je commence tout de suite par la partie tricot, et dans la partie tricot je commence par le projet terminé qui est donc le lichen de Nadia Crétin-Deschênes. Donc bon, je vous l'ai pas mal montré dans chaque épisode, je vous montrais l'avancée et tout ça. Et voilà, il est fini, il sort jeudi. Donc vous avez été plusieurs à guetter un peu sa sortie, donc voilà, il sort très bientôt. Je vous le conseille, bien sûr, je vais pas vous dire autre chose parce que moi les patrons de Nadia, c'est toujours un vrai plaisir de les tricoter, un vrai plaisir de les tester quand j'ai la chance de les tester. D'ailleurs j'ai mon châle Morag pas très loin là, qui était l'autre test que j'avais fait pour Nadia. Parce que voilà, moi en ce moment il fait pas très chaud dans la maison, alors dehors ça fluctue, mais dans la maison il fait jamais très chaud. Et moi qui tombe malade d'un rien suite à plusieurs petits soucis de santé, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose autour du cou quand il fait pas chaud. Donc j'ai laissé les cols roulés de côté parce que psychologiquement là j'avoue qu'au mois de mai je peux pas. J'en porte déjà assez, là je peux pas. Donc du coup j'ai toujours un châle. D'ailleurs celui-là, je l'avais tricoté en... Bon, du coup aparté total, hein, désolé. J'avais tricoté en Sky Queen, que j'avais acheté sur le stand de Lille Weasel à l'AEF. Et j'adore... Enfin, je vous l'avais dit déjà, il était super doux, blocage super doux, mais bon, voilà, du coup c'était agréable à tricoter. Mais alors, j'adore le porter, mais c'est vraiment, c'est un bonheur. Il faudra vraiment que je retricote cette qualité parce que c'était vraiment très doux. C'était, je sais plus si c'était pas de la light fingering ou juste de la fingering un peu plus fine, quoi. Mais sans que ce soit de la light fingering. Et du coup je le porte comme ça ces derniers temps. Donc voilà, je le mets comme ça avec un trench et j'adore. Enfin, juste là, la partie là, limite j'aurais envie de le garder pour tout l'épisode. Donc voilà. Hop. Donc si je reviens au pull lichen, donc c'est un pull assez simple. Je vous fais un descriptif rapide, je ferai comme d'habitude une vidéo dédiée, une vidéo focus. C'est un pull assez simple, je veux dire beaucoup de jersey, donc assez simple à porter. En fait, c'est comme un pull assez classique, quoi. Sauf que, moi j'aime bien les pulls comme ça, sauf qu'il a une originalité qui est la torsade. Voilà. Donc là, la torsade dentelle, parce qu'il y a des petits trous. Et cette torsade dentelle, donc déjà les raglans sont comme ça, donc devant, derrière pareil. Et en plus, elle continue tout le long, mais celle de devant continue tout le long, mais celle de derrière continue aussi tout le long. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les deux dentelles. Je vais tenter de vous montrer ça. On se retrouve avec les deux torsades dentelles là, sur les côtés. Et ensuite, entre chaque torsade de dentelle, ça devient un peu compliqué mon histoire, entre chaque torsade de dentelle, on a des augmentations
Et donc elle s'écarte de plus en plus jusqu'à arriver à peu près là. Voilà. Donc le pull, vous l'avez compris, s'évase un petit peu sur le bas. Ce qui est bien pour plusieurs raisons. Déjà, si vous portez une ceinture, c'est assez pratique puisque ça permet de masquer. Et puis si vous avez des petites parties à cacher, voilà, du style, si vous avez eu 3 enfants et qu'il y a des petites choses qui restent un petit peu, eh bien ce pull, c'est bien. Voilà, au niveau, j'ai eu pas mal de questions sur la difficulté. Alors, je fais ça parce qu'en plus c'est très doux, hein. Je l'ai tricoté en Arco-Iris Yarn. C'est la base Dr. Wool qui est du 100% Merino Superwash et le coloris c'est It's So Fluffy et c'était très doux. C'était doux à tricoter et c'est doux après blocage. Donc on m'a posé quelques questions au niveau de la difficulté du modèle. Bah, du coup, moi je trouve que c'est pas un modèle compliqué. Après au début, enfin c'est pas un modèle compliqué, il faut quand même bien marquer les rangs. Donc moi pour ne pas me tromper sur quel rang faire en fait, enfin vous voyez ce que je veux dire, où est-ce que j'en suis des petits trous-trous, quand il n'y a pas de trous-trous à faire, enfin voilà, j'utilise un marqueur, si je dois l'avoir là, je crois que je vous l'avais déjà montré, un marqueur avec, j'ai trouvé, un marqueur contrant. Voilà, donc je mets ça du coup à partir du moment où je suis en rond, enfin même des fois en aller-retour, je mets ça après une ou deux mailles quoi. Je mets ça, puis à chaque fois que je passe, donc je tricote mes mailles, puis à chaque fois que je dois le glisser, hop, j'incrémente d'un. Donc là en fait, petite, sur les côtés, on tourne, et puis voilà. Donc je trouve ça assez pratique. Le seul inconvénient c'est que le petit anneau là, il est plus gros que la plupart des anneaux marqueurs que j'utilise. Les anneaux marqueurs que j'utilise qui ont ça au bout quoi. Ah, ouais, vous voyez, qui sont assez fins comme ça. Donc c'est un petit peu plus gros, donc voilà, c'est à savoir, ça peut peut-être faire une petite démarcation, un petit truc quoi. Mais bon, je pense que ça peut se lisser avec le blocage et voilà. Donc j'utilise ça, donc du coup en utilisant ça, bah, j'ai pas eu de soucis pour bien me repérer. Je préfère utiliser ça que de faire des bâtons sur une feuille parce que j'oublie toujours de faire des bâtons, que là au moins quand je le vois, paf, je pense à bien incrémenter. Peut-être plus de concentration sur le début parce que le col du devant est creusé. On a un hélicoptère qui passe très très bas, j'espère que vous l'entendez pas. Le col du devant est plus creusé que le dos, ouais, bon, croyez-moi. Donc du coup on tricote en aller-retour, voilà, c'est logique. Et donc du coup comme on commence par le milieu du dos en tricotant en aller-retour, bah, on ne se retrouve pas à faire le motif forcément au même rang. Voilà. Donc c'est juste, enfin voilà, c'est une petite gymnastique, c'est pas compliqué, c'est juste que évitez de faire ça en tricoté ou évitez de faire ça quand vous tricotez avec de la famille ou devant la télé. Enfin voilà, il y a une petite partie au début, puis après ça déroule quoi. Voilà, donc bah, rien de particulier à dire. C'est doux. Le modèle moi, me plaît beaucoup. Je trouve que ça tombe bien. Enfin voilà, vraiment, vraiment très contente d'avoir testé ce modèle. Et comme je vous dis, je peux que vous le conseiller parce qu'il est bien écrit, il tombe bien. Et voilà, un modèle de Nadia. Donc si vous voulez en savoir plus, comme je vous le disais, je vous renvoie vers la vidéo Focus qui sera en ligne jeudi, au moment, je vais tout préparer pour que quand le modèle sort, eh bien, il y ait tout, mon article de blog et la vidéo Focus qui soit en ligne. Ensuite, alors c'est marrant parce que quand j'ai préparé l'épisode, le projet suivant, je l'avais déjà mis en projet fini, j'ai été un petit peu plus optimiste que la réalité. Et en fait, non, ce n'est pas un projet fini. C'est un projet presque fini, mais pas fini. Alors, démêlons les fils.
C'est le pull secret. Voilà, le pull secret qui a une manche finie avec des petits progrès skipper. Ouais, d'ailleurs les manches... Ah si, c'est bon, je crois qu'elles étaient très longues. Voilà, et puis la deuxième manche, eh bien, elle n'est pas terminée. Mais je vais vous dire exactement combien il manque pour vous montrer à quel point la fin est proche. Donc, il doit si je me trompe pas, là, il doit me manquer un rang. Et puis ensuite le rabattage des mailles. Voilà. Ouais, là je me dis quand même, s'il me manque un rang, j'aurais quand même pu me débrouiller pour le faire. Mais en fait, il y a aussi le col. Et alors là, bah, j'arrive à la réflexion que beaucoup ont eu suite au pull secret, c'est qu'est-ce que je fais pour le col? Donc, le modèle m'a beaucoup plu avec la dentelle, vraiment les versions avec dentelle, mais j'en ai été totalement fan. C'est l'originalité du modèle, enfin voilà, c'est un pull simple en rajoutant la dentelle, ça change tout. Sauf que, et j'en reviens à la façon dont je porte mes pulls, donc l'hiver, j'ai envie de vous dire, vous l'avez vu, je mets je mets tout le temps des cols roulés en fait. Hein. Et du coup, je me dis, si je mets de la dentelle, je pourrais pas mettre un col roulé. Et oui, même sous un pull comme ça, je mets un col roulé. Enfin, c'est... Bref, je vais pas vous reparler de ma vie, de ma santé et compagnie, mais du coup, je sais pas trop parce que j'ai regardé rapidement. Si je mets de la dentelle, je fais seulement un I-cord sur le dos. Et si je mets pas de dentelle, je fais un I-cord partout. Donc voilà, ça va quand même changer la finition. Après, niveau dentelle, je me suis pas du tout intéressée encore au truc. Peut-être qu'il vaut mieux que je fasse le col une fois que j'ai ma dentelle, si je mets de la dentelle. Voilà. Donc ouais, je sais pas, je sais pas. Et donc je l'ai essayé, mais ça je vous l'avais peut-être dit la dernière fois. Il est pas... Oui, si, je crois que je vous l'avais dit. Il est pas... Le décolleté est pas plongeant chez moi. Voilà. Donc, mais enfin, il est pas plongeant comme ça. Peut-être qu'une fois que j'aurai fait, par exemple, juste la corde du dos, peut-être que ça va changer un peu le corps, le col. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Bref, le pull est pas fini comme quand on fait un top-down. Une fois qu'on ajoute les manches, des fois ça change un peu quand même la façon dont le pull nous va, quoi. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, ouais, il est fini, il est pas fini, quoi. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bah, j'aimerais vraiment mettre de la dentelle, mais c'est comme je vous dis, vu que je porte quasiment que des cols roulés, au final, je porte quasiment que des cols roulés noirs, ce qui ferait un pull noir et de la dentelle noire sur un col roulé noir. Et du coup, ça enlève quand même pas mal d'intérêt. Mais en même temps, sans dentelle, ça ferait peut-être bizarre. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais il va falloir que je sache quand même rapidement, ce serait bien que je puisse le terminer dans les temps pour le cal d'ailleurs. C'est vrai, c'est à la fin du mois, donc ce serait peut-être temps de se bouger. Et de réfléchir à ça, et du coup de commander ma dentelle ou d'en acheter sur place. Mais en même temps, j'ai pas 50 merceries à côté. Voilà. On va passer à la suite, du coup. Au milieu de toutes ces interrogations, on va passer à la suite. Je vais passer au cal, mais je vais commencer par le cal auquel je vais participer. Parce que j'ai trop envie d'en parler. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, Alice Hammer avait organisé ce qu'elle avait appelé le bac option tricot, et j'y avais participé avec le pull Next Year in Lerwick de Tori Zayerstadt. Et c'était, enfin le Next Year in Lerwick, c'était un jacquard, le pull en jacquard que j'avais fait avec 10 couleurs, et voilà, ça avait été le fait de le faire dans le cadre de ce bac option tricot. Enfin, je crois que j'avais dû tout juste commencer, du style, j'avais fait peut-être 1 ou 2 cm, je sais plus.
Et Alice avait accepté certains encours très peu avancés. Voilà. Enfin, c'était l'histoire de vous dire que j'avais pas choisi ce projet parce que pour le bac option tricot en fait. Mais le fait de le faire dans ce cadre-là, ça m'avait vachement motivée. Enfin, je sais pas, c'était bien. Puis moi j'aime bien l'idée, je vous l'avais déjà dit, hein, quand à la période du bac, moi tous les ans je me replonge dans ma propre période de bac. Et puis j'aime bien chaque année regarder les sujets de philo, me dire bah tiens dans ma série qu'est-ce que j'aurais choisi, et puis voilà réfléchir un peu. Bref. Et cette année, Alice Hammer recommence le bac option tricot, donc c'est tant mieux. Et du coup, bah, j'avais bien envie encore d'y participer, voilà. Et donc elle a mis plusieurs catégories, enfin, il y a plusieurs catégories, l'année dernière aussi il y avait plusieurs catégories, mais il y a eu quelques modifications. Je vous avoue, j'ai pas tout comparé et tout, mais bref, c'est... voilà, il y a quelques petites choses qui ont changé. Et en parcourant les catégories, je me suis dit que pourquoi pas me lancer dans la catégorie mathématiques. Ouais. Ah. Donc là, du coup, on se rapproche beaucoup plus de mon bac parce que l'année dernière, je crois que je l'avais mis en option sport, enfin en spécialité sport. Sauf que moi, en sport, c'est limite la note la plus mauvaise que j'ai eue au bac, quoi. C'était pas trop mon truc. Alors que les maths, là, déjà, tout de suite, voilà, c'est quand même plus mon truc, hein. J'ai fait un bac S spécialité maths, donc voilà, normalement, ça devrait plus me parler. Sauf que les maths, pour ce bac option tricot, c'est de faire un modèle. Ouais. En même temps, l'année dernière, comme j'avais sorti le jacquard à 10 couleurs, je me dis, je peux pas cette année faire un jacquard à 2 couleurs. Enfin, voilà, il faut un petit challenge, quoi, un petit truc rigolo. Et donc là, je pense à l'autre Alice, lapin d'Alice, hein. Elle comprendra pourquoi. Donc voilà. Donc du coup, j'ai réfléchi. Et je partirai sur un modèle de châle. J'ai fait pas mal de repérages. Donc, bon, en fait, ce week-end, on est parti dans le sud. Ce qui explique que j'ai certains trucs qui ont pas mal avancé. Enfin, voilà, et tout en ayant l'impression d'être totalement déconnectée parce que sur la semaine qui s'est écoulée, je suis partie 4 jours. Donc c'était... voilà, ça fait un peu bizarre, mais surtout qu'on a passé plus de 20 heures sur la route. Enfin, quand je dis plus de 20 heures, c'est plus de 20 heures dans la voiture, hein, je compte pas les arrêts et tout. Donc voilà, ce qui explique que les manches ont pas mal avancé, mais j'ai aussi fait des petites recherches à droite à gauche, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais, j'ai pris des petites notes et tout. Donc un modèle de châle, et enfin, la contrainte que je m'impose, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, c'est d'utiliser ces 2 écheveaux. Alors, si je vous les montre bien, c'est mieux. Voilà, donc celui-là qui est de la Tôle Materials que j'avais acheté dans la boutique 34 octobre, et ça c'est de la Féfil coloris Marie-Antoinette que j'avais, enfin voilà, qui m'avait été offert lors du tournoi Knittage dans la maison Serdaigle. Vive Serdaigle. Voilà, donc les deux me plaisent bien ensemble, hein, parce que je trouve que cette couleur est rappelée là par les différents speckles. Cette couleur, elle s'appelle potager. Enfin, pour moi, c'est tellement beau, ça me parle tellement. Je risque de vous le dire à chaque fois, mais j'y peux rien. Quand je sors cet écheveau, c'est... je pourrais rester... Ça m'est déjà arrivé, hein, de faire certains musées, je pense notamment au musée des Offices à Florence, et de rester devant 2-3 tableaux comme ça, et de pas bouger, et de regarder. Bah voilà, je pourrais faire pareil avec les chevaux, quoi. Je vais le poser, je vais l'encadrer, puis je vais le regarder. Voilà, donc du coup je veux vraiment utiliser les deux. Donc comme je suis là sur de la couleur un peu foncée, et ici je suis sur enfin, voilà, plein de couleurs, donc des speckles, mais à la fois
Là, on est quand même plus sur des speckles, là, en ce qui concerne les verts, donc assez bariolés. Donc, du coup, faut réussir à trouver... faut que j'arrive à trouver des points qui mettront en valeur les couleurs, quoi. Voilà. Donc, vraiment, créer... je vous dis, c'est mon objectif, hein. On en reparlera plus tard, parce que je suis pas designeuse. Mais mon objectif, ce serait de créer un châle pour mes écheveaux. Voilà. Qui les mettrait, où j'arriverai à les mettre en valeur. Je dis pas que c'est le meilleur châle qui pourrait être fait avec ces écheveaux, mais en tout cas, tenter de faire quelque chose moi avec pour mettre en valeur ça. On va croiser les doigts très fort. Voilà. Bon, de les voir, en fait, j'ai envie de les bobiner et puis de commencer. C'est la dernière fois que vous les voyez en écheveau, de toute façon, parce que je les bobinerai d'ici la fin de la semaine. Dès que j'ai fini le secret, je m'occupe de ça, comme une petite récompense. Récompense d'avoir fini un tricot sympa, et ben je commence un autre tricot sympa. Voilà, donc vous avez encore le temps de vous inscrire au bac option tricot, je sais plus, c'est après le 20, 22, je sais plus exactement, mais bref, toujours est-il que vous avez encore le temps, et quand vous vous inscrivez, Alice édite le message et valide. Donc ça permet de savoir assez vite si le projet peut entrer dans là où les catégories qu'on souhaite, on peut en mettre jusqu'à 2. Voilà. Donc voilà pour le cas, enfin pour l'un des cals auxquels je participe. Parce qu'il y a toujours le cal culture de pelote où de temps en temps je mets des trucs. Alors là, je crois que le Berry Bonded Sweater là de Marion Crivelli, je ne l'avais pas encore rentré, donc il faut que je vois, et puis enfin bref, bon, je participe aussi à ce cas. Donc voilà pour celui-là. Après les cals que je co-organise, donc je me répète toujours, hein, mais voilà, ça peut faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui participent. Donc le cal Zestoff qu'on co-organise avec MJ. Coucou MJ. Donc celui-là, tous les cals que je co-organise se finissent le 30 juin. Donc Zestoff, une fois que vous avez fini, pensez à mettre une photo de votre pull fini dans le topic de validation. Le deuxième cal que je co-organise avec Alice du Lapin d'Alice et Magali de Magalen, c'est le Winterfell Cardigan de Catherine Schneider. Et voilà, il continue à suivre son cours, il se finit aussi le 30 juin, donc ça veut dire que ce serait bien que je finisse le mien avant le 30 juin aussi. Voilà. Et puis le troisième cal, eh bien, c'est le cal Crime et Tricot. Donc, que je co-organise avec Alice du Lapin d'Alice aussi, et avec Célia à Toris Knitting. Donc là, on continue notre phase de cal. Donc on arrive au premier quart du cal, puisque ça a commencé le 1er mai. Nous sommes au 3e indice du châle mystère, puisque nous vous proposons, si vous le souhaitez, un châle mystère. Voilà, les explications sont accessibles gratuitement sur Ravelry. Et puis on met un indice par semaine. Donc là vous avez, donc il y a eu le premier indice. Voilà, le deuxième indice où vous proposez 2 possibilités. Et puis le troisième indice qui est sorti voilà, mardi, et puis on est dans un monde fou. Voilà, premier indice Hercule, comme ça. Deuxième indice Miss Marple, plus enfin ça dépend ce que vous avez choisi, diamant ou fleur. Le troisième indice c'est Sherlock, donc voilà, c'est un monde fou. Et il restera un dernier indice, donc mardi prochain. Voilà. Sinon sur le cal, eh bien on continue les quiz. Donc ça on avait commencé mi-avril les quiz, et puis on continue les énigmes par équipe. Donc là la 4e énigme est lancée. Voilà, donc on essaye comme pour les quiz, de varier un peu le style d'énigme, le style de question, de manière à ce que chacun y trouve son compte, et puis voilà.
Voilà, bah du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce cal. Je cherche mes noms, c'est tout. Je passe donc à la partie bijoux. Donc la partie bijoux, je vous en avais parlé la dernière fois, j'avais commencé ou je l'avais fini? Si, mais je crois que je l'avais fini en fait mon bracelet, c'est juste que je l'avais pas, enfin j'avais fini le tissage quoi. Donc Émilie de Cœur Citron et Aurélie de Lily Azalée en partenariat avec Perle & Co, qui est un site qui vend beaucoup de choses, donc beaucoup de choses pour faire des bijoux, mais aussi des tissus, de la laine, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de choses sur ce site, et notamment des perles Miyuki. Et donc les trois ont organisé, ont organisé un petit défi autour de couleurs de perles Miyuki. Donc je vous avais expliqué la dernière fois, les perles Miyuki, il en existe beaucoup. On est toujours sur des sur des nuances différentes, ou alors on peut avoir exactement la même couleur mais la finition est différente. Donc on peut avoir un aspect brillant, un aspect donc vraiment brillant, puis, ou alors un aspect un peu satiné qui va un peu changer de couleur selon la lumière, ou un aspect classique, ou un aspect au contraire très mat. Enfin voilà, une même couleur peut être déclinée en plein de finitions différentes, et tout ça, ça fait des références quoi. Donc déjà, chaque nuance peut être sur du très proche, mais en plus de ça, en jouant sur chaque nuance très proche et en jouant sur toutes les finitions, vous voyez le nombre de possibilités qu'on peut avoir et le nombre de références de perles Miyuki qui peut exister. Et là, l'objectif de ce défi, c'était d'utiliser 9 couleurs, 9 références de perles Miyuki pour faire des tissages. Et puis alors là, portes ouvertes, tissage, soit on reproduit des tissages existants, soit on en crée, donc voilà. Quelque chose d'assez large, donc assez large pour me plaire, puisque moi alors si je dois tisser en brick stitch, donc c'est-à-dire brick stitch, c'est quand on tisse juste avec une aiguille, je suis plus à reproduire des modèles existants, mais si je dois tisser avec un métier à tisser, là je suis plus pour créer mes propres modèles. Donc quelque chose d'aussi large, c'était très bien pour moi. Et ce qui était bien aussi, c'est que sur les 9 références de perles Miyuki, les filles proposent des équivalents pour chaque couleur, et il s'avère que il y a certaines références que j'avais pas, mais j'avais les équivalents. Donc, mis à part le jaune que j'ai commandé, le reste, c'était bon. Alléluia. Donc, du coup, j'ai commencé par un bracelet. Voilà, ce bracelet que j'ai terminé par, enfin comme ça en fait, du coup ça reste, c'est un bracelet souple. Alors j'ai mis une chaînette voilà, pour ajuster le bracelet. Ah, j'étais contente quand j'ai mis ma chaînette et tout, puis j'essaye, je me dis mais de toute façon le bracelet est pour moi, donc à moins que j'ai un gros problème, mon poignet devrait pas trop bouger, donc pourquoi j'ai été mettre une chaînette, je ne sais pas. Elle va peut-être, je vais peut-être l'enlever au bout d'un moment. Donc voilà, du coup, un petit fermoir à ressort d'un côté, voilà, et la petite chaînette d'ajustement au cas où je grossisse d'un coup du poignet, voilà. Et donc après, je vous avais déjà un peu montré hein, le tissage, donc j'utilise les 9 couleurs. Au niveau des motifs, je suis très motif triangle ou motif losange. En fait, on m'a demandé quelles étaient mes inspirations. Alors mes inspirations, c'est ça, c'est losange ou triangle. Souvent, c'est pas tout le temps le cas. D'ailleurs, j'en ai un autre à côté. Voilà, là, le tissage que j'avais fait, on n'est pas sur losange ou triangle. Et du coup, je me décide en fonction du nombre de rangs. Et comme là, j'étais sur un nombre de rangs pair, je ne pouvais pas avoir mes pointes de losange, donc j'ai choisi des triangles. Et puis après, j'ai joué sur les couleurs, sur l'ordre des couleurs, avec quelques petits doutes au début, et puis après, c'est rassuré par le bracelet, donc il me plaît plutôt bien. Heureusement.
Et donc au poignet, ça ferait ça, quoi. J'aime bien les perles dorées comme ça, j'aime bien avoir quelques touches de perles dorées, je trouve que ça ajoute vraiment au bracelet. Sinon, s'il n'y en a pas, bah, là par exemple, si on fait abstraction des petits points, s'il n'y en a pas, je trouve ça un peu enfantin. Et dès qu'on a du doré, je trouve que ça change tout. Ça a un côté, ça ajoute un petit côté précieux en fait, et du coup c'est plus adulte, quoi. À mon avis, hein. Après chacun est différent, mais voilà. Et pas trop non plus voilà, parce que j'aime bien par petites touches. En même temps qu'un bracelet, ça pourrait être pas mal ça. Du style ce bracelet là, et à la place de tous les blancs, que du doré. Ça, ce serait pas mal. Ça en ferait beaucoup, mais ce serait pas mal. Mais après, beaucoup plus que ça prend plus de la moitié du bracelet, je sais pas trop. Donc voilà. Et donc pour aller avec, vous voyez là je me rapproche, on reconnaît les références, j'ai fait le collier. Donc là, le modèle c'est moi qui l'ai créé, pour les créer j'utilise un fichier Excel que voilà, je mets bien, je change les largeurs de colonnes pour avoir des petits carrés et que ce soit pas les cellules de base d'Excel parce que là, voilà. Alors, cette petite tête de petite dame, ça vient de 2 modèles de Émilie de Cœur Citron. Voilà, donc là c'est pas moi qui ai créé les modèles parce que j'en suis pas capable, hein, j'ai aucun talent en dessin. Et voilà, du coup elle a créé plusieurs têtes de petite madame. Et à chaque fois, elle a joué sur les longueurs de cheveux, les accessoires, des petits chapeaux, des petites fleurs, des petits... Voilà. Et moi, j'aime beaucoup les couronnes de fleurs. Donc c'est assez la mode. J'avais fait un petit lapin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un petit lapin avec une couronne de fleurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ces petites têtes. Je les avais déjà repérées. Et quand j'ai vu ce rose là, on dirait le rose de mon pull. C'est vrai, hein, ça ressemble vraiment beaucoup au rose. Et quand j'ai vu ce rose, je me suis dit, bah tiens, on dirait, ça pourrait être une couleur de peau en fait. Ouais, une couleur de peau de poupée, mais bref. Et du coup, après, je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire... donc j'avais du vert, ce qui était pas mal pour faire les feuilles, et pourquoi pas tenter tout le reste, toutes les autres couleurs en fleurs. J'étais vraiment pas sûre de moi au début parce que, donc, comme je vous dis, c'est assez la mode, mais souvent les petites fleurs qu'il y a, c'est des fleurs assez vives en fait. Je vais vous chercher le lapin. Voilà, ce sera plus simple du coup de vous montrer ce que je voulais dire. Donc voilà, en général, les motifs de fleurs qu'on voit, c'est ça. C'est des couleurs assez vives, plutôt dans des tons qui vont vers le rouge ou... Bon, là, j'avais pas respecté exactement les couleurs du modèle, parce que pour le coup, là, j'avais pas tout ce qu'il fallait, mais vous voyez, c'est plutôt rose-rouge, quoi. C'est assez vif. Et sur les feuilles, on a plusieurs teintes. Donc, j'étais pas trop sûre de moi de passer sur des teintes qui paraissent un peu plus pastel. Vous voyez? Parce que moi, ça, les fleurs du lapin, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc j'ai eu la trouille, j'étais pas trop convaincue, je savais pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, je me lance, on verra bien. Donc il y a eu cette interrogation, et l'autre interrogation, ça concerne la bouche. Parce que pour la bouche, encore une fois, il aurait fallu que j'utilise l'un des rouges. Oui, mais le défi consiste à utiliser 9 couleurs, les 9 couleurs, uniquement ces 9 couleurs-là. Donc voilà, il fallait que je me dépatouille avec tout ça. Bon, heureusement j'avais un rose saumon un petit peu plus soutenu. Je sais pas si vous le voyez pas flou là. Mais normalement sur ces petites têtes de madame, il y a aussi les joues qui sont un petit peu plus rosy. Et en fait, la couleur, le saumon, aurait été parfait pour les joues.
Donc je savais pas. Donc au départ, j'ai donc à partir des modèles, j'ai réécrit les grilles et au début, dans ma première réécriture de grille, j'avais mis les joues de la couleur saumon et je voulais tenter une bouche dorée. Et puis j'ai eu des doutes. Vraiment, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, oula, une bouche dorée, on s'éloigne un peu du truc. Enfin, je savais pas, j'étais pas convaincue. Donc voilà, au final, j'ai rien fait sur les joues. J'ai juste utilisé le saumon pour la bouche. Voilà. Et donc normalement, le modèle avec les petites fleurs, c'est un modèle où la petite madame a des cheveux. Enfin, j'allais dire des cheveux courts, mais non, ça doit être certainement des cheveux remontés. Enfin bref, toujours est-il que on n'a pas de cheveux comme ça qui tombent. Et donc j'ai utilisé un de ces autres modèles avec cette coupe de cheveux. Et donc voilà, j'ai ajouté la coupe de cheveux sur ma tête avec la couronne de fleurs. Et au final, donc ça j'ai pas pensé tout de suite, mais au final c'est pas plus mal pour mon histoire de joue. Parce que comme j'ai une mèche ici qui revient, bah voilà, ça choque moins, enfin ça fait moins les joues vides à la limite et ça passe mieux, je trouve. Voilà, donc là on a les petites boucles d'oreilles et puis après les couleurs, donc on est vraiment sur des teintes un peu pastel. Le résultat me plaît. Il n'y a pas, malgré tout, j'ai été surprise dans le bon sens du résultat parce que comme je vous dis, j'étais pas hyper convaincue. J'avais du mal à me détacher du rouge. J'ai même hésité à en faire deux. Là, bon, voilà, j'aime pas faire deux fois la même chose, mais je me suis dit j'aime tellement les fleurs, les couronnes de fleurs habituelles dans les couleurs habituelles que c'est pas grave. Je fais celui-là pour le défi puis j'en fais un autre. Puis après, bon, on est quand même sur, je trouve, sur un tissage moins enfantin que celui-là. Enfin, j'assume plus ça que ça. Bon après peut-être que certains trouvent ça bizarre. Mais ouais, j'assume plus la petite tête que le lapin. Donc je sais pas, peut-être qu'au final avec des teintes pastel c'est peut-être plus passe-partout. Toujours est-il que ça va très bien avec mon pull et ça c'est quand même génial. Euh, il y en a certaines qui coordonnent chemise et gilet sans viser personne. Bah voilà, je vais coordonner mes tissages avec mes pulls. Voilà, donc voilà le résultat. Donc ça c'est mes deux participations à ce défi. Et il n'y en aura pas d'autres. J'avais hésité au début à faire aussi des boucles d'oreilles, mais non. Et puis d'ailleurs c'est fini en plus, je suis en train de me dire, de toute façon c'est fini. Voilà, donc j'étais déjà assez contente d'avoir rendu mes copies à temps, parce que c'était pas gagné. Avec le fait de partir quelques jours, on est obligé d'anticiper un petit peu 2-3 choses, quoi. Donc voilà pour la partie bijoux. Je passe donc à la dernière partie qui est la partie jardin. Donc pour la partie jardin, donc je vous fais toujours un petit point sur ces derniers temps là sur les floraisons du moment. Alors j'essaie de voir rapidement. Donc, rhododendron azalée c'était déjà le cas. En colis c'était déjà le cas. On a les alliums là, des bulbes d'allium qui sont en fleurs. Alors le premier, on a une fleur et puis les autres commencent à pousser. Les lilas c'est fini. Le boule de neige, il est au top de sa forme. Voilà, j'ai coupé des fleurs ce matin pour faire une photo. Je les ai gardées pour cet après-midi et donc voilà le boule de neige, quoi. Donc les fleurs sont comme ça, hein, la tige est comme ça. Mais en fait, c'est lourd, c'est vraiment, la fleur est énorme, hein, donc c'est très très lourd pour les tiges, donc ce qui fait que les boules, elles ont tendance
à pencher un peu de la tête, quoi. Donc ça je vous en ai déjà parlé de toute façon, donc c'est le boule de neige, Viburnum opulus, et il ressemble beaucoup à un hortensia. Voilà, à certains hortensias. Donc les fleurs sont plus petites que les hortensias classiques, hein, mais bon, ça ressemble à certains autres hortensias, et globalement c'est pas les seuls Viburnum à ressembler à des hortensias. Donc comme je vous disais la dernière fois, l'une des principales différences c'est la saison de floraison, et il y a aussi l'exposition, puisque on met alors tous les hortensias ne sont pas à mettre à l'ombre, mais les classiques basiques et tout oui, et ça non, on les met au soleil. Enfin, je sais pas si on peut, s'il faut à tout prix les mettre au soleil, mais en tout cas au soleil c'est très bien, quoi. Parce que des fois, il y a certaines plantes qui se plaisent partout, que ce soit ombre, mi-ombre au soleil, mais voilà, les hortensias classiques, c'est clair et net, il ne faut pas les mettre au soleil. Donc voilà, après si au niveau des autres floraisons, j'ai les géraniums, les géraniums vivaces, qui fleurissent un petit peu de partout, donc ça c'est assez ras du sol. Les népétas sont en fleurs, là d'où je suis j'en vois qui sont en fleurs, des scabieuses aussi, comment ça s'appelle, l'alchimie, voilà, Alchemia mollis, ça commence aussi à fleurir. Donc ça c'est ce que je vous dis là, l'alchimie c'est des petites fleurs vert limite fluo, quoi. Donc ça commence à fleurir, donc c'est très bien parce que c'est tellement beau avec les roses. Voilà, c'est à peu près tout. Je surveille de très près ma pivoine parce que il y a certaines plantes comme ça, et la pivoine en fait partie, où vous plantez et puis vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans que ça fleurisse. J'ai des roses de Noël qui n'ont jamais fleuri d'ailleurs. Et là, par contre, je pense qu'au bout de 5 ans, on peut se dire que non, c'est fini. Non, ça fait pas 5 ans, mais ça fait quand même longtemps que je les ai plantées et ça n'a jamais fleuri. Donc là, j'ai mis une croix dessus. Par contre, la pivoine a fleuri pour la première fois l'année dernière. Et là, elle a pas mal de boutons. Donc, je suis assez contente. C'est marrant parce que je pensais que ça fleurissait avant les roses, mais en tout cas, pas cette variété. Je sais pas si c'est le cas de toutes les pivoines, mais celle-là, non. Et donc voilà, on en arrive aux dernières là, dernières plantes qui ont fleuri, et ce sont les roses. Enfin. Donc je vous expliquais la semaine dernière la course aux roses, enfin la course à la première rose. Vous savez, je surveillais qui était le plus proche de la ligne d'arrivée et tout ça. Et je suis partie 4 jours. Avant de partir, il y avait plein de boutons. Certains plus avancés que d'autres, et je suis revenue et il y avait des dizaines de roses dans le jardin. Je pense que d'après mon enquête, je pense que la première qui a fleuri, c'est Jacamio. Alors, Jacamio, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une rose vers la fin. Et ça, c'est une rose Jacamio au début. C'est pas mon rosier préféré. C'est l'un de ceux que j'aime le moins dans le jardin. Parce que je trouve que je me suis plantée lors de mon choix. C'est-à-dire que quand la rose est comme ça, ok, j'adore. Quand la rose est comme ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand on voit le cœur comme ça. Parce qu'il y a peu de pétales en fait. Et bah, pour moi, c'est pas vraiment une rose. Alors je sais qu'il y a beaucoup de roses qui sont comme ça. Mais même avec des pétales simples et tout. Mais c'est pas mon truc. Moi, je préfère quand le cœur est beaucoup plus caché. Donc ça me va. Ça, j'aime beaucoup moins. Et celle que je surveillais, voilà, la rose que je surveillais, et pour moi, qui allait être la première, elle est encore plus ouverte que ça, là. Et je vais bientôt la couper, elle est bientôt fanée. Donc je pense que c'est vraiment lui qui a fleuri en premier. Voilà. Donc c'est pas mon rosier préféré, mais en même temps, il a fleuri en premier. Donc il s'est rattrapé, hein. Donc après j'ai pas mal, de toute façon je vous mets après là la petite visite des massifs, donc vous verrez où en sont chaque rosier, enfin
une partie des rosiers, mais les principaux, et les autres de toute façon sont pas en fleurs. Et du coup ce matin, pour faire la photo, j'ai aussi coupé des marie-roses, qui sont des rosiers de David Austin. Voilà, donc ça c'est marie-rose, et avant c'était Jacamio. Donc comparons les deux. Parce que la couleur est assez proche, hein. Enfin bon, c'est pas exactement la même couleur, mais on n'est pas loin. Donc Jacamio, petite rose, marie-rose, grosse rose. Beaucoup plus de pétales dans marie-rose que dans Jacamio. Jacamio, c'est un rosier ancien, marie-rose, rosier anglais de David Austin, avec la coupe assez classique, enfin la forme assez classique, voilà, avec vraiment la forme comme ça de coupe et puis quelques pétales à côté. Moi, c'est assez fréquent chez David Austin. Et le cœur, bah voilà, là je préfère largement le cœur, parce que vous voyez, c'est un peu boursouflé. Et là, du coup, on se rapproche des roses anciennes que j'aime beaucoup, contrairement à là où le cœur est complètement visible, quoi. Voilà. Alors qu'on est vraiment sur des teintes semblables, hein. Enfin, bon, c'est pas exactement pareil, mais bon, on est quand même assez proche. Et les deux sont à côté. Enfin, non, c'est pas vrai, ils sont pas juste à côté, mais presque à côté, quoi. Voilà, donc je préfère largement ceux-là. Après, au niveau du parfum, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup, dans la visite du jardin là que je fais après, j'en parle pas du tout. Et en fait, bah moi, le parfum, ça dépend des jours. J'ai beaucoup plus d'odorat qu'avant parce que j'ai des traitements qui m'aident. Enfin, pas avoir de l'odorat, à la limite, c'est pas grave, mais qui m'aident à être moins souvent malade, à avoir moins mal à la gorge et tout ça. L'effet secondaire positif, c'est que j'ai de l'odorat. Mais là, j'avoue que j'ai la gorge prise et que du coup, j'ai pas d'odorat. Donc je ne peux pas vous aider. Il y en a certains rosiers que j'ai au jardin parce que c'était une période où j'avais pas encore ces traitements et où du coup j'avais vraiment pas d'odorat. Et j'ai quand même réussi à sentir 2 rosiers. Et donc dans ces 2 rosiers, il y a Chartreuse de Parme qui a une couleur assez particulière, mais qui a une odeur tellement forte que même quand moi je sentais quasiment rien, je la sentais. Et Reine Victoria, je vous en parle tout le temps parce que c'est mon rosier préféré. Et du coup, j'aurais dû couper une rose et vous la montrer. Et du coup, Reine Victoria sent très bon. Et même si vous avez le nez bouché, quoi. Et lors de en fait, à chaque fois que je suis enceinte, j'ai beaucoup d'odorat. Et du coup, quand j'étais enceinte de ma dernière, je me suis amusée à bien sentir tous les rosiers parce que je me suis dit que c'était la dernière fois que je pourrais les sentir. Bon, depuis, j'ai un peu plus d'odorat, mais voilà, je voulais en profiter en me disant, tiens, c'est marrant celui-là, je pensais pas qu'il sentait comme ça, ou tiens, celui-là... Enfin bref, certains rosiers n'ont quasiment pas d'odeur, mais voilà. Donc moi en tout cas c'est pas un critère, sauf si vraiment j'arrive à sentir alors que je suis dans une période où j'ai pas d'odeur. Voilà, donc du coup je vous mets les petites vidéos de visite du jardin, et puis moi je vous souhaite une bonne visite, et puis du coup on se donne rendez-vous après. Alors je profite d'un petit moment où il n'y a pas de pluie, il y a même du soleil là, vous voyez, pour faire un petit tour du jardin, surtout vous montrer en fait les massifs de rosiers. Je vais pas faire tout, mais je vais vous montrer les massifs de rosiers. Donc là, on voit un ballon qui est resté là. Alors, d'un côté, on a un massif de rosiers. Là, c'est le massif abricot. Et ici, on a le massif de rosier rose. Voilà. Et voilà. On va commencer par celui-là. Alors, si on commence par le tout premier, eh bien c'est celui-là avec un début de rose. Et ça, c'est le rosier Sweet Love. Voilà, donc lui, il n'est pas très avancé, hein, voilà, il y a pas mal de boutons hein, qui se préparent, mais il n'y a pas encore de rose vraiment sorti. Le rosier suivant, c'est le rosier Marie-Magdalene, qui est un rosier anglais.
Alors, on va déjà aller chercher celle là-bas pour vous montrer. Puis, je vous montrerai une autre après. Voilà, donc là, bon, elle est un petit peu abîmée sur les côtés. Souvent, les premières roses, elles sont abîmées de toute façon. Et là, vous voyez un peu déjà la couleur. Donc, le rosier Marie-Magdalene, rosier anglais de David Austin, c'est pas du tout un rosier qui met en avant. Il met pas du tout ces rosiers-là en avant, c'est-à-dire qu'il a les catalogues de roses David Austin, c'est des catalogues très fournis, avec beaucoup de photos de rosiers assez connus, ou les rosiers assez beaux, ou peut-être des rosiers qui souhaitent plus vendre que d'autres, je ne sais pas. Et en fin de catalogue, il y a toute une partie avec des rosiers autres, enfin, disons des rosiers David Austin, mais qui sont un peu moins mis en avant parce qu'il n'y a pas de photos, il n'y a pas de caractéristiques, il n'y a rien, quoi. Et le Marie-Magdalene en fait partie. Alors, moi, personnellement, j'ai pas de souci avec ce rosier, je le trouve pas, il est pas malade, voilà, je trouve que il se porte plutôt bien, quoi. Donc, puis il est beau, puis il a un beau nom, donc voilà, je regrette pas du tout de l'avoir mis au jardin. Son voisin, c'est le rosier Musical. Alors, bon, alors j'ai un jardin, mais alors j'ai horreur des araignées. Bon, on va regarder une autre. Je vais faire gaffe à pas me la prendre sur moi. Alors, donc, on recommence. Le rosier Musical. Le rosier Musical, donc c'est un rosier très beau qui n'est pas encore en fleurs, hein. Celle-là, c'est la rose la plus avancée. La deuxième, c'est celle de l'araignée là. Ah ben elle est partie. Hop. Voilà, je vous montre l'autre. Donc la couleur est vraiment jolie. Là, on commence à voir ce que ça va donner. J'adore ce rosier. Vraiment, je vous le remontrerai quand il sera en fleurs parce qu'il est très très beau. Et ce rosier, cette année, donc vous voyez, ça fait pas mal de boutons quand même, hein. Et en fait, donc cette année, il a l'air de bien se porter. Vous voyez, il a une hauteur, là c'est Marie-Magdalene, là c'est le Musical, donc hauteur semblable. Sauf qu'en fait, pendant plusieurs années, il est resté à cette hauteur-là. Donc hauteur-là, je sais pas, ça fait 50 cm. Donc il y avait 50 cm, il était à 50 cm alors que c'est censé être un rosier de taille normale. Là, on voit au passage, vous voyez, une petite fleur de géranium là. Enfin une petite fleur, une grosse fleur de géranium. Il y en a plusieurs un peu par-ci par-là. Ça permet de masquer un petit peu tout ce qui est pas très beau, tout ce qui doit être désherbé, qui l'a pas encore été. Et donc en fait, du coup, il était là et il a fait une grande pousse là, vous voyez. Et c'est grâce à cette grande pousse que je peux avoir toute cette rose à une hauteur plus satisfaisante. Le voisin, c'est Xavier de Fraissinet. Xavier de Fraissinet, il est au repos. Voilà, il se repose avant de fleurir, quoi. Il y a juste celle-là qui est peut-être un petit peu plus avancée, là. Voilà. Mais voilà, rien de sensationnel chez lui pour le moment, il se prépare. À côté, on a le rosier Iceberg. Donc rosier Iceberg qui prend pas mal de place, qui a des boutons, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de boutons, vous voyez, partout là. Je sais pas combien il en a, mais franchement, c'est pas mal. Alors, ce rosier Iceberg, c'est un rosier classique. Souvent, même dans les supermarchés, hein, quand c'est la période des jardins, on trouve des rosiers Iceberg blancs. C'est vraiment le plus basique du basique. Je l'avais acheté moi à une fête des plantes, mais du style 6 € le pot. Donc voilà, vraiment rien d'exceptionnel et pourtant je l'aime beaucoup. Et en fait, si je l'aime beaucoup, c'est notamment parce que avant que les roses s'ouvrent, elles sont comme ça. Et moi, je trouve ça trop beau. Vous voyez, c'est délicat, c'est des petites enveloppes, c'est magnifique. Alors comme tous les rosiers blancs, quand il pleut, il a tendance à avoir des taches violettes. Et là, je vois d'ailleurs un bouton. Vous voyez? Donc il a des taches comme ça.
Et quand les roses s'ouvrent, elles s'ouvrent complètement. Et alors pour le coup, je le trouve un peu moins joli. Donc comme les roses ont tendance à s'ouvrir en journée quand il y a le soleil et à se refermer un peu après, bah moi j'attends qu'elles se referment pour faire des photos parce que là, vous voyez, c'est tellement joli que... Voilà. Puis floraison généreuse, hein, vraiment... Alors, on continue le petit tour. Donc les rosiers sont bordés par des buis. L'un, là, que j'ai taillé il n'y a pas très longtemps, qui du coup ont bien poussé, hein, bien feuilli partout. Il faudrait recommencer. Et malheureusement, on a un qui a été attaqué par la pyrale du buis. Et en général, si on a un buis attaqué par la pyrale du buis, on perd tous les buis très vite. Donc mon mari a vu ça hier, il a taillé les branches qui étaient malades. Je croise les doigts parce que là franchement ce serait triste. Alors après, donc à côté du rosier iceberg qui était ici, on a le rosier Sweet Juliet qui est un autre rosier anglais de David Austin. Bon, vous allez vite comprendre que soit j'aime les rosiers anglais de David Austin, soit j'aime les rosiers anciens. Et donc là, Sweet Juliet, bah, il se prépare. Hein, il se prépare. Donc du coup, quand on voit tous ces boutons, on voit que il y en a quand même des centaines qui se préparent. Après, on a le rosier Henri Salvador qui, pareil, se prépare. Peut-être un petit bouton là. Oh, il va être abîmé celui-là. Voilà, bon. Lui, il n'a pas une floraison exceptionnelle. Hein. Alors, à côté, c'est le rosier Sweet Annie. Voilà, un rosier Sweet Annie. Donc, il y a une fleur là qui est un petit peu abîmée. Mais lui, il a des roses de l'autre côté que je vais vous montrer. Hop, on fait le tour. Sweet Juliet, Iceberg, Xavier de Fraissinet, Musical. Et derrière, ah, vous voyez là, le rose là et le rose là, et bien ce sont des roses de Sweet Annie qui est de l'autre côté. Et en fait, ce sont les roses que Célia avait vues quand elle était venue à la maison, qui sont un petit peu penchées. Donc c'est les roses les plus avancées. Alors je sais pas si je vais réussir à mettre un pied. Et ouais, allez, on tente. Voilà. Pas mal, hein, prometteur, on va dire. Alors, à côté, le petit qui est un peu malade, là, la maladie des taches noires, c'est le rosier L, qui a un petit bouton. Deuxième rosier planté au jardin. Bah voilà, un rosier mélande, je suis plus trop fan des rosiers mélandes. Ça va au début, mais après, quand on s'y connaît un petit peu plus, on cherche autre chose, on va dire. À côté, le petit parce que c'est des petites des petits boutons, des petites roses, c'est le rosier Félicia. Voilà, donc pas encore en fleurs. Et au-dessus, là, et alors, il en a une par là qui est toute mangée. Alors des fois quand elles sont mangées, ça va quand même. Parce qu'en fait, comme c'est les pétales extérieurs qui sont mangés, en s'ouvrant, ça se voit pas. Des fois, ça se voit, mais des fois, ça se voit pas. Donc là, c'est le rosier Abraham Darby, un rosier anglais de David Austin. Et hop, c'est... j'en perds mon micro. C'est un parent, si je me trompe pas, d'Abraham Darby. Voilà. Donc ça, c'était pour le massif des roses abricots. On va passer au massif des roses roses. Encore un dallon. Alors, des boutons. On commence avec un sacré morceau de rosier. Il fait tout ça là, vous voyez ?
crépuscule. Donc je savais qu'il était comme ça, c'est pour ça que je lui ai bien laissé de la place. L'autre est taillé et placé plus loin. D'habitude on met moins, enfin entre chaque rosier on met beaucoup moins d'espace, mais là on a mis un peu plus parce qu'on connaissait la bête. C'est le rosier Charles de Mills, qui est très beau, très beau, qui a plein de boutons, plein, mais qui est non remontant. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il aura fait sa floraison, après, fini, rendez-vous l'année prochaine. Alors, vous voyez là on commence à voir la rose, et je sais pas si vous voyez à l'intérieur là, un petit cœur vert. Donc vraiment le rosier ancien par excellence. Et vous avez vu les boutons, des boutons tout moussus comme ça. Très caractéristique des rosiers anciens. Donc vraiment très beau. La couleur est foncée. Donc pour les rosiers foncés, hein, c'est souvent ce qui est conseillé. Faut les mettre pas totalement au soleil. Donc un rosier ça a besoin de soleil, mais un rosier foncé ça a besoin de un peu de soleil mais pas trop. Donc c'est ce qu'on a tenté de faire, quoi. Ensuite le petit rikiki, là c'est le rosier Sissi. Faut pas regarder ce bouton, hein, parce que ça c'est un bouton de Charles de Mills, parce que lui il a décidé qu'il allait envahir tout le monde. Mais non, c'est un petit rosier, avec des roses violet clair, mauve clair, très beau, mais voilà, qui se plaît moyen, quoi. Avec des petites scabieuses là. Voilà. Ensuite on remonte et là pas de rose à vous montrer, plein de boutons. Il me semblait qu'il y avait des boutons. Non, il a vraiment pas de boutons plus ouverts, quoi. Bon bah c'est pas grave. Ça c'est pareil, ça lui appartient. Tout ça là. Non mais il y a combien de boutons sur ce truc? Il y en aura. Du coup il se prépare bien, mais il n'y a rien. Donc ça, celui-là c'est pomponné là. Une forme de pompon mais assez foncé. Et là celui qu'on voit juste derrière, c'est mon rosier préféré. Ouais, il est là. Vous voyez, voilà, elle est un peu abîmée celle-là. C'est Reine Victoria. Alors c'est mon rosier préféré pour plein de raisons. Déjà j'adore la forme, vous voyez. Quand même pour une rose c'est pas mal. La couleur et l'odeur. Et il fleurit quand même beaucoup. Vous voyez la couleur, on dit que c'est... Dans les livres c'est noté rose argenté. Alors c'est un rosier ancien. C'est un rosier ancien. Alors je connais beaucoup de personnes qui l'ont et qui ne l'aiment pas du tout, parce que c'est un rosier malade. Alors pas chez moi, mais en tout cas chez beaucoup, le rosier a tendance à être malade. Là, vous voyez, la rose, elle est ouverte à son maximum. Moi, quand elle est ouverte comme ça, j'aime moins. J'aime bien quand c'est un peu entre deux. Voilà. Là j'aime bien, quand c'est encore un peu la forme de pompon. Et puis celle que je vous montrais là, quand c'est tout au début, c'est superbe. Mais bon, ouverte au maximum, elle garde cette forme quand même de pompon, quoi. C'est pour ça que j'ai mise à côté de Pomponella, parce que il y en a une autre là. Parce qu'ils ont un peu la même forme. Sauf que lui, il a une forme qui n'est pas classique. À côté de Reine Victoria, d'ailleurs chez moi il est très haut, hein, 1,80 m. Il fleurit, c'est l'un des premiers à fleurir et l'un des derniers, enfin il a tout pour fleurir. Donc à côté de lui, il y a le rosier Jacques Cartier, qui est un rosier ancien aussi. Vous voyez les boutons particuliers. Rosier ancien qui remonte, donc bien. Mais, parce qu'il y a un mais. Alors bon là la rose est abîmée, mais c'est la seule qui est ouverte. Et en fait c'est ça Jacques Cartier. Ça veut dire que quand je dis que c'est ça, c'est que c'est des roses qui sont tellement proches. Vous voyez là, les boutons
sont tellement proches les uns des autres, tellement serrés que les roses ont du mal à s'ouvrir entièrement. Donc là, elle est ouverte entièrement, elle ne pourra pas plus. Donc des fois, il y a certaines roses qui s'ouvrent entièrement. Dans ce cas-là, je les prends vite en photo parce que je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup dans la saison. Sinon, voilà, elle s'ouvre à moitié. Mais c'est un rosier ancien, donc avec une belle couleur de rose ancienne et avec la boursouflure là, au milieu, là, caractéristique vraiment des roses anciennes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Un cœur un peu caché, quoi. Donc voilà pour Jacques Cartier. Le voisin de Jacques Cartier, c'est une rose anglaise de David Austin. C'est Geoff Hamilton, qui, voilà, là c'est la rose la plus avancée. Elle va plus s'ouvrir. Hein. Elle va être belle. Hein. Plein de boutons. En fait, je me demande combien de boutons j'ai et du coup combien de roses ça va faire. Mais au départ, je me disais 1000 en faisant une estimation rapide, 20 boutons par rosier. Mais là, les 20 boutons, rien que sur ce rosier, on peut compter par centaines, je pense. Hein. Franchement, bon, tous ne fleuriront pas en même temps. C'est pas au même stade, mais quand même, c'est pas trop mal. On passe au voisin. Vous voyez les boutons, du coup, vous pouvez dire tout seul que ce sont des roses anciennes. Effectivement, c'est un rosier ancien à côté, donc pas encore prêt à s'ouvrir. C'est marrant parce qu'en fait, les rosiers anciens non remontants, ils sont non remontants, donc ils fleurissent qu'une fois, ils fleurissent peu, et c'est rarement les premiers. Donc celui-là, c'est Félicité Parmentier, c'est mon préféré en fait, en non remontant. Sinon, c'est Reine Victoria. Mais en non remontant, c'est mon préféré. Il est typique d'une rose ancienne, vraiment. Toutes les caractéristiques sur sa rose. Et il a un cœur rose clair qui tire vers le blanc. Tout un dégradé, vraiment magnifique. Juste à côté, on a des Nepeta. Alors, il paraît que les chats adorent ça, mais je crois qu'il y a plusieurs sortes de Nepeta et que les chats n'aiment pas toutes les sortes de Nepeta. C'est vraiment beau. Quand on voit de loin, on voit les taches violettes, mais en fait, quand on se rapproche, là, j'adore les petits points. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est tout petit. Là. Voilà, donc ça, c'est une vivace, ça fleurit beaucoup. Donc vivace, ça veut dire à la fin de la saison, on rabat, et même quand les fleurs sont fanées, là, je coupe au ras, puis ça refleurit. Hein, c'est très très bien quand on n'a pas envie de se prendre la tête dans le jardin. À côté, Madame de Maintenon, que dire, des boutons, des roses pas hyper avancées, mais il a décidé de bien fleurir cette année. Donc les rosiers sont plutôt en forme, si vraiment toutes les roses sont pas mal dans ce qu'il prépare, ça va être sympa. Après, alors, là on a Madame de Maintenon, là on a des feuilles rouges, je ne sais pas si vous voyez, pointe un petit peu rouge, des feuilles rouges. Là c'est le rosier Line Renault qui n'a pas beaucoup de boutons, c'est des très grosses roses, hein, donc plutôt là. Et alors là derrière hein, c'est Chartreuse de Parme. Chartreuse de Parme, c'est l'un des premiers rosiers que j'ai acheté en même temps que Reine Victoria à une fête des plantes. Et il a une couleur un peu particulière, un peu mauve, couleur un peu flashy, on va dire. Et en fait, j'ai pris ce rosier parce que je sentais l'odeur de la rose. Et comme moi, j'avais aucun odorat à cette période, pouvoir sentir une odeur de rose, c'était tellement exceptionnel que, ok, la couleur changeait, c'est pas grave. C'était pas grave, je le voulais à tout prix dans le jardin pour avoir au moins une rose que je pouvais sentir. Reine Victoria, je le sentais aussi, mais vous avez compris, Reine Victoria, elle a toutes les qualités. Alors, donc, on a dit Line Renault, la Chartreuse de Parme que j'ai bien rabattue mais qui monte haut d'habitude. Et là, on se retrouve avec des petits boutons, un petit rosier. C'est censé être un rosier d'1,20 m. Oui, il fait plus d'1,20 m.
plein de roses, plein de boutons. Et c'est le premier rosier que j'ai eu au jardin, le rosier Bonica. Il se plaît bien, voilà, donc il fleurit beaucoup. Les roses ne sont pas parfaites au niveau de la forme et tout ça, mais bon, ça me va très bien. L'inconvénient qu'il a, c'est que, vous voyez là, avec tout ce qu'il prépare, eh bien, je suis toujours embêtée quand je dois couper mes roses fanées, parce que je les coupe au fur et à mesure. Parce que à chaque fois quand je coupe une rose fanée, du coup, il y a plus de chances pour qu'il y ait d'autres roses derrière, quoi. Et en fait, c'est pas facile à couper parce que, par exemple, si celle-là fleurit, donc vous voyez, les boutons sont à peu près au même stade, elles vont à peu près tous fleurir en même temps, ils vont faner en même temps. Sauf que là, vous voyez, il y a d'autres petits boutons, là. Des minuscules boutons. Ils ont l'air un peu malades, mais bon, admettons que ces boutons, au final, fleurissent. J'ai pas envie de couper là, par exemple. On coupe toujours avant un nœud, là. Donc j'ai pas envie de couper là ou de couper un peu après, parce que du coup, je perdrais les petits boutons. Et du coup, les roses potentielles. Donc je suis obligée de couper rose par rose. Et vu le nombre de roses qu'il y a sur ce rosier, je prends du temps. Le voisin, il est bizarre cette année parce que, vous voyez, il y a une espèce de branche là qui vient et en fait ça revenait complètement sur le devant, donc on a mis ça sur le côté pour pas que ça gêne. Et puis là, pareil, il y a une autre branche. Oh, puis il doit y avoir des saletés de trucs là parce que c'est comme une liane. Il va falloir enlever tout ça. Donc, ce rosier, vous allez deviner, c'est un rosier. Les boutons sont caractéristiques, c'est un rosier ancien. Rosier ancien, duchesse de Montebello. Il ressemble beaucoup au niveau de la forme à Félicité Parmentier, qui est mon rosier non remontant préféré. Donc lui, il est non remontant aussi. Il a la même forme que Félicité Parmentier, sauf que lui, ses fleurs seront rose clair. Voilà. À côté, on a l'oiseau chanteur. Voilà, pas mal de boutons, rosier haut, rosier fort, on va dire, avec des belles roses, en dégradé aussi. Il n'est pas prêt encore. Le bouton, c'est tout. On passe au voisin. Le voisin, c'est Jacqueminot. Et cette rose-là, que j'aime pas beaucoup, eh bien je la soupçonne d'être la première à avoir fleuri cette année. J'aime pas beaucoup, enfin ce rosier c'est pas mon préféré, je regrette un peu de l'avoir pris, c'est un rosier ancien avec peu de pétales, on voit vite le cœur, enfin oui c'est surtout peu de pétales en fait. Donc là elle commence déjà à faner, il va falloir que je la coupe. Après il a quelques roses, non celle-là elle est pas belle non plus, quelques roses, ah si c'est bon celle-là, voilà, là ça va, c'est pas trop mal. Celle-là, c'est pareil. Voilà, donc il a quelques roses pas mal, mais bon, c'est pas mon préféré. Et pourtant, cette année, là, il y en a une fanée aussi. Enfin, presque. Cette année, il est quand même en forme. Il n'y a pas à dire. Le voisin. Et puis, c'est même affaissé sur le voisin, d'ailleurs. Ah oui, ouais, sinon, s'il se tenait droit, prendrait un peu plus de place, mais il n'y arrive pas. Le voisin, c'est Bicentenaire de Guyot. C'est un rosier que j'avais eu en cadeau parce que j'avais commandé je sais plus combien de rosiers chez Guyot. Et il est sympa. Il est vraiment sympa. Alors, lui, pareil, il y a une petite bestiole. Rosier foncé, entre rouge et violet foncé. Beaucoup de boutons cette année, mais comme tous les rosiers en fait. Ils sont tous en forme en fait. Donc voilà, des boutons limite noirs, parce que vraiment très foncé. Entre la couleur des boutons et la couleur de la rose finale, vous voyez, là on voit la rose finale, là on voit la couleur du bouton, une différence. Le petit copain d'à côté, c'est un sacré copain, c'est le rosier Marie-Rose, qui est un rosier anglais de David Austin. Voilà, donc là il n'est pas trop elle n'est pas trop ouverte, celle-là, il y en a une. J'en ai coupé ce matin aussi.
avec le soleil, c'est pas beau? Voilà. Ah, il y en a une cachée. Ah, c'est quand il y a tellement de roses, hein, elle se cache aussi. Hein. Surtout que je suis en train de me dire que je vais bien galérer pour couper mes roses fanées cette année. Ouais, quand on plante, on pense pas forcément que des années après, ça prend de l'ampleur. Mais c'est pas grave, je vais bien en profiter. Voilà, donc Marie Rose, il se plaît bien. Les fleurs, elles sont belles. C'est pas mon préféré, mais les fleurs, elles sont belles. C'est vraiment des grosses fleurs pleines de pétales. Voilà, vraiment grosses. Hein. À côté, c'est un rosier anglais de David Austin encore. Il y avait eu un bon plan une année où j'en avais eu vraiment 3 en fait. Celui-là, donc ça c'est Winchester Cathédrale. J'avais eu Marie Rose et puis Abraham Darby, mais à des prix style 5 € le rosier en pot. Enfin, bref. C'était assez avantageux, assez inédit. Et voilà, il a fait une rose par terre. Donc je vous montrerai, elles sont bien plus belles que ça normalement. Et alors, c'est un rosier blanc, mais les boutons sont un peu roses. Et en fait, ça arrive souvent qu'il y ait comme des erreurs de la nature, je sais pas comment dire, mais sur toutes les pétales blanches, il y a certains pétales qui sont roses. C'est assez rigolo, quoi. Bon, il y a quelques boutons abîmés là qui ont été complètement mangés. Voilà. Donc ça, c'était les massifs de roses. Après, si je fais un petit truc rapide là, une petite vue rapide. Donc là, on avait des tulipes dans le puits. Là, c'est l'un des lilas, mais le lilas, c'est la fin là. Enfin, c'est la fin. Dire les fleurs, elles sont moitié fanées. Je veux pas les couper parce que de la maison, on voit encore les taches de couleur. Donc une fois que tout sera fané, oui, je couperai. À côté, c'est Monsieur Boule de Neige. Parce que là, franchement, à ce stade-là, c'est tellement énorme que c'est fou, hein, quand même. C'est lourd, quoi. Voilà. Devant, il y a un autre lilas. Voilà, dont certaines fleurs ne sont pas encore fanées. Il a fleuri après l'autre. Voilà. Ici, c'est l'allée dont je vous parlais, qui serpente là. Donc, Stipa, Nepeta, Stipa rose, Stipa, Nepeta, Stipa rose. Alors, Stipa, Nepeta, énorme. Petit Stipa, rosier. Stipa caché entre les deux. Nepeta, et voilà. Et donc, vous voyez le souci, c'est que les Nepeta, ils sont en pleine forme. Et que je me demande s'il ne faut pas les diviser en fait au bout d'un certain temps. Il faudrait que je me renseigne. Parce que là, ils sont trop gros, quoi. On a planté des petits godets, hein, des petits trucs tout petits, puis là, c'est énorme. Et donc derrière, on voit là les encolis, et là, allium, et puis petite fleur de petite touche violette, là, géranium, derrière alchimie, voilà. Un rosier, un autre rosier, un rosier au milieu. Je crois voir une fleur de clématite. Ça, je l'avais pas vue. Alors, on va aller voir. Les boutons de pivoine. Ouais, alors les pauvres boutons de pivoine, ils sont vraiment envahis. Voilà. Et alors, oh, la première fleur de clématite de l'année. Tadam! Et voilà. Hop, un cerisier à fleurs. Bon, en fait, j'ai fait quasiment toute la visite. Hein. Voilà. Un cerisier à fleurs, un autre ici, un trampoline, et tout, et tout. Et voilà, c'est fini. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire hein, ce qui vous plaît moins, etc. Si vous arrivez à bien
à bien vous y retrouver dans cet épisode, enfin dans ces nouveaux épisodes où il y a beaucoup de sujets bien différents. Bon, bah je vous souhaite une très bonne semaine en espérant que le beau temps revienne et puis à la semaine prochaine.